Eh ben, merci au présent pour cette première émission de La morale politique, où on va parler de politique sans parler de morale. Souvent, ce qui est un défaut dans notre politique actuelle, où à chaque fois, quand on attaque quelqu'un, c'est il est méchant, il est gentil, et au final, ça n'apporte rien, ce n'est pas un argument. On commence par ce soir la réforme des retraites. Alors, réforme des retraites, aujourd'hui on est le 3 mars. Il y a une manif qui est prévue le 7 et qui semble ne pas rassurer beaucoup l'exécutif. Et le projet de loi est actuellement au Sénat. Le Sénat qui essaie d'être le plus feutré possible pour ne pas faire de vagues, mais qui va quand même faire passer. Et puis on oublie toujours que le Sénat, c'est comme l'Assemblée nationale et qu'on peut faire pression aussi sur ces élus-là, d'autres manières que les députés. Mais donc pour l'instant, la réforme a été acceptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le Sénat va la valider selon toute vraisemblance et elle va revenir à l'Assemblée nationale pour la dernière lecture. Et théoriquement, eh bien, les députés LREM vont la voter, les députés LR vont la voter, et puis tous leurs affiliés, tous leurs alliés. Et nous avons le bloc NUPES qui est contre et le bloc RN qui est contre. Mais ça, on va en parler un peu plus en détail parce que c'est un peu plus vicieux que ça. Et au milieu de tous les soutiens à cette réforme, eh ben, il y a un ancien de la présidentielle de 2022 qui a décidé de dire moi je soutiens cette réforme et c'est même la mienne à la base. On parle d'Éric Zemmour. Alors, Zemmour, c'est intéressant qu'il puisse arriver en disant voilà, c'est ma réforme, c'est mon truc, mais on va montrer quelque chose de très simple. Voilà, ça, c'est le programme de Zemmour sur la retraite. Retraite, le programme d'Éric Zemmour. Il y a pas mal de choses dedans, mais il n'y a rien, absolument rien, sur l'âge de départ à la retraite. Alors, il y a donc le maintien des personnes âgées, euh, les places en EHPAD, en même temps, lui, il va bientôt en avoir besoin. Euh, voilà, il n'y a rien du tout sur l'âge de départ à la retraite. À aucun moment, il y a cette partie-là, c'est pas du tout évoqué. Et le premier moment où il en parle réellement, c'est dans le débat La France face à la guerre. C'est le premier vrai moment où il arrive, on lui pose la question, vous êtes donc pour le départ à la retraite à 64 ans, et donc décaler l'âge de la retraite. Mais bah, c'est pas dans le programme, et c'est la première fois qu'il arrive et qu'il dit oui, oui, c'est mon programme, c'est cette idée. Je vous montrerai bien la vidéo, mais en fait, on va pas le faire pour une raison toute bête. C'est qu'on va se prendre de la pub dessus, et je suis pas sûr que TF1 accepte bien comment dire, accepte bien qu'on diffuse ses reportages comme ça. Tant pis. Mais donc, résultat, si on veut en entendre parler, c'est la France face à la guerre. Et c'est là où il arrive et qui dit oui, je veux décaler à 64 ans. Et il dit, vous irez vérifier si vous ne croyez pas, mais donc il parle de pénibilité, il parle du fait que décaler l'âge à 64 ans, bah, pour des gens qui sont dans des bureaux ou qui sont comme lui, bah, c'est pas très grave. Par contre, pour effectivement des soignants ou des métiers difficiles, bah, c'est pas tout à fait juste. Mais il n'est pas dans une idée, ouais, on va quand même retirer la retraite. Et donc, il le dit à ce moment-là, mais c'était déjà dans le programme de Macron de faire passer la retraite à 64 ans.
Bon, en 2019, il disait l'inverse, mais c'était déjà dans son programme de base. Donc, notre cher Zemmour arrive et c'est un... Comment dire? Il nous fait une Valérie Pécresse, c'est-à-dire Macron, il m'a piqué mon programme et puis il est pas gentil, mais par contre, je veux bien voter le truc. Évidemment, la réforme des retraites telle qu'elle est faite, en termes de pénibilité, pas le truc le plus respectueux de la dureté du travail pour les travailleurs qui vont, bah, en fait, qui vont finir leur carrière HS, qui vont finir leur carrière sur les genoux, ou voire même dans un cercueil pour certains. Et on a quand même cette sortie complètement hallucinante. Est-ce que vous entendez l'extrait? Alors, nope, ok. Euh, donc, on va essayer d'augmenter ça. Mais, Zoxicopathe. Bonsoir, Zoxicopathe. Et pour Kaname, il ne faut pas oublier que le programme de LRM est un programme Frankenstein des autres programmes politiques. Oui, mais après, le programme de LRM, c'est la blague de Macron, c'est le en même temps. En même temps, il avait dit qu'il n'augmenterait pas l'âge de la retraite, en même temps, il a dit qu'il le ferait. LRM avait un programme, bonne question, oui, mais le grand commun des mortels ne l'avait pas. C'est juste les journalistes qui l'avaient. Non, et puis enfin, il n'a pas fait de campagne, donc il a fait un demi-débat, enfin le faux débat sur TF1 LCI. Il a fait deux meetings. Putain, quand on voit la gueule des meetings, quand même, c'était magnifique. Il y a même des gens qui ont failli finir au poste parce qu'ils étaient venus accompagnés d'un mec avec une casquette Make America Great Again. Mais, ah bordel, la pub, évidemment. Par contre, je ne sais pas comment on va arriver à choper la capture de... Ah si, je pense savoir. Euh, Capture source média. Euh, c'est pas un fichier local. Alors, est-ce que en source média maintenant, lui... Accompagne aussi qu'il y avait une différence entre Ah, nos maintenant ça va emplois marcher. qui sont pas fatigants, on peut travailler bien plus longtemps, et ceux qui ont commencé plus jeunes d'abord et qui ont des métiers beaucoup plus durs, beaucoup plus rudes, les couvreurs, voire des infirmières. Vous voyez, c'est pas les mêmes métiers. Physiquement, c'est pas les mêmes métiers. On n'arrive pas dans le même état au même Mais âge. est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme telle qu'elle est présentée... Donc voilà, il parle de pénibilité, ce qui n'est pas du tout le cas de... Ah ouais, ça fait mal d'entendre sa voix, je suis d'accord. Mais donc il parle de pénibilité, et il est en mode, oui, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont des métiers beaucoup plus durs que d'autres. Mais face à la question d'après, donc, est-ce que la réforme telle qu'elle est actuellement, donc pénibilité, c'est du foutage de gueule, et bah, partir plus tôt, c'est du foutage de gueule aussi? par le gouvernement, vous la voteriez? Bah, si vous voulez, deux choses. Je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme. C'est-à-dire que moi, j'avais dit 64 ans et j'avais dit un index pour les seniors, vous savez, pour qu'on ne puisse plus virer les gens. Mais voilà,
il est en mode oui, la réforme, celle qui est présentée, c'est celle que j'ai défendue. Bon, en réalité, ils étaient tous d'accord de LREM à LREM, LR et Reconquête étaient d'accord pour ce résultat, hein. Il y a pas de souci, c'est pas ils se sont copiés, c'est qu'ils sont, on dirait presque Grimaud. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, mais de toute façon, comme sont tous à se piquer et à mentir tout le temps, Grimaud n'est qu'un petit joueur à côté d'un homme politique. Mais, euh, mais voilà. Et puis on va pas le garder plus longtemps pour des raisons d'esthétique. Je tiens à ce que mon stream ne soit pas trop moche en fait. Voilà. Mais en revanche, nous allons parler de quelque chose qui est très intéressant. Donc là, c'est un truc qui est un peu ancien. C'est le potentiel électoral de Zemmour à 2022. Mais donc, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP en février 2021. Et quand on regarde les chiffres, donc les gens qui disent oui, non, bon, déjà ils se prenaient une tollée, hein, 74% qui disaient absolument pas, non, probablement pas, non, certainement pas, voilà, c'est quand même une certaine tollée. Et quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que, bon, bah, sur les moins de 35 ans, il y a il y a un peu de monde. Sur les vieux, il y a un peu de monde. Mais là où il fait les meilleurs scores, c'est les artisans ou commerçants, donc pas des très grands revenus normalement, les ouvriers et une partie des retraités. Dirigeant d'entreprise, il fait un très bon score aussi. Mais quand on regarde donc au niveau du revenu, on avait des gens très aisés qui voulaient voter peut-être pour lui et des catégories euh, classe moyenne inférieure ou les catégories modestes et pauvres. Poujadisme. Euh, on reviendra dessus, peut-être. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sa courbe de vote, c'est du monde tout en bas des salaires, du monde tout en haut des salaires et quasiment personne au milieu. Mais la réforme des retraites, c'est quand même un peu con que bah, les plus hauts revenus sont assez d'accord, il faut la faire, mais les plus bas revenus, ils sont totalement opposés à ça. Donc, nous voyons quelqu'un qui essaie de dire oui, c'est ma réforme, c'est ma réforme, c'est ma réforme, mais la seule chose qu'il va réussir à faire avec ça, c'est de flinguer son parti et que toutes les personnes qui sont justement dans cette catégorie moyenne inférieure, modeste et pauvre, bah en fait, ils vont vouloir se barrer. Parce que ça fait partie des points où normalement les gens devaient voter contre Macron. En plus, il n'était pas à une idiotie près, enfin un paradoxe près, puisque il avait demandé au deuxième tour de voter contre Macron pour le Rassemblement national, qui, lui, est pour la retraite à 60, ou à peu près. Ça dépend des déclarations. Donc c'est extrêmement drôle de le voir se tirer une balle dans le pied. Enfin à lui, et puis potentiellement à celui ou celle qui reprendrait le parti Reconquête après son départ. On voit pas du tout qui pourrait reprendre le Reconquête, hein, notamment une personne blonde aux yeux bleus. Oui, je crois qu'elle a les yeux bleus, elle a surtout un strabisme, mais qui fait frétiller le caleçon de tous les nationaux beaufs qui se disent ah quand même je coucherais bien avec elle, hein, Marion Maréchal. Mais voilà, hein. Je suis pas d'accord, les pauvres votent toujours pour celui qui parle en dernier. Les pauvres votent aussi pour celui qui promet de les sortir de la merde. Un Macron qui arrive et qui leur dit non mais il suffit de traverser la rue pour avoir du boulot, c'est un putain de mollard dans la gueule. Et c'est absolument faux, de toute façon il va rien faire, il en a rien à foutre. Euh, et sur le reste, bon bah ils vont pas voter, même si Macron venait à parler en dernier,
Si tu mets une chèvre devant lui, les gens vont voter la chèvre plutôt que Macron s'ils voient que c'est contre leurs intérêts, théoriquement. Ou, on parlera de la dédiabolisation à un moment. Mais j'en étais à euh, j'en étais à un point sur lequel on va cracher souvent ici, c'est l'argument de la morale et de la diabolisation de certains. C'est, on arrive à faire voter pour on a réussi à faire voter pour celui qui avait annoncé noir sur blanc, je vous emmerde et je vais faire absolument tout ce que je veux si vous votez pour moi, au nom de il faut pas voter pour machine parce qu'elle est méchante. Clairement, c'était ça. Hein. C'est le narratif de 2022, c'était elle est méchante. Tu pouvais pas, tu avais beau demander les arguments supplémentaires, on était sur du elle est méchante. C'est con, hein? Parce que c'est pas comme ça que t'allais faire en sorte que les gens ne votent pas pour elle. Et c'est très intéressant aussi, les gens qui vont quitter Reconquête ou qui vont arrêter de voter pour Reconquête parce qu'il s'est prononcé en faveur de cette réforme, où est-ce qu'ils vont aller? Et c'est là où l'argument moral, je l'emmerde un peu. Parce que là, ils vont aller dans le parti qui va être le plus proche. Ils vont aller au RN. Pourquoi c'est con qu'ils aillent au RN? Parce que Mamie Le Pen, elle est arrivée et tout ce qui concerne le sécuritaire, elle est prête à le voter. Et tout ce qui concerne le non sécuritaire, tout ce qui concerne comment on peut dire ça, le social, les aides pour le moral en politique, le gouvernement actuel, c'est pas un gouvernement sympa. Parti plan-plan de droite dure. Ben oui, mais sur quel point? Sur le point immigration, sécurité peut-être? Sur le point économique, elle a piqué plein de choses à Georges Marchais ou autres. Enfin, elle veut baisser l'âge de la retraite. Elle veut, selon son programme par contre, elle veut faire plein de choses pour aider les petites classes, sa base ouvrière. Ça qui est très intéressant, c'est que c'est le premier parti ouvrier. On va même pouvoir, parce que j'avais prévu ça, chut, ta gueule les échos. Premier parti ouvrier, moins de 1 000 € par mois, Le Pen. Ah, deuxième avec Mélenchon. Non, il y a Mélenchon devant, je suis mauvaise langue parfois. Mais c'est quand même 42% des ouvriers. Et Mélenchon ne fait que 20%. Là, c'est le vote pour le premier tour de 2022. Seulement, donc, Le Pen, sur toute la partie économique, où elle est censée faire un truc pour la base prolétaire de son parti, tout ce qui passe à l'Assemblée nationale qui est présenté par la NUPES, elle s'en fout, elle le vote pas. Même si c'était potentiellement dans son programme. Et c'est dommage parce que immigration, sécurité, le reste c'est du vent, et qu'avoir ses votes au Parlement. Pas là pour le SMIC à 1500, refuse de voter les amendements pour le retour à 60 ans, pas voter des repas à 1 €. C'est exactement ça. C'est-à-dire que son programme économique, selon ce qu'elle avait annoncé, c'était pas très très loin de la NUPES sur plein de points. Par contre, quand la NUPES a présenté les lois ou les amendements, le RN a voté contre ou était à la piscine. Et malgré tout ça, les prolétaires, ils vont pas voter pour elle. Enfin, ils vont pas voter pour Mélenchon et la NUPES. Il y a un transfert de voix qui ne se fait pas du RN vers la gauche. Le transfert pourrait se voir
Un programme et des promesses électorales, oui. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Merci Chirac. Je crois que c'était lui. Mais il n'y a pas de transfert de voix. Les gens restent au RN plutôt que d'aller voir la gauche qui présente vraiment les amendements, les lois qu'elle avait promis. Malgré les trahisons de Marine Le Pen, il n'y a pas de transfert de voix du RN jusqu'à la gauche. Et pourquoi? Parce que au lieu de passer... la base du RN reste raciste et antisémite. NUPES est trop woke. L'antisémitisme à la NUPES, c'est pas des cas isolés quand même, hein. Il y a de leurs alliés très puissants et comment dire, qui ont un impact non négligeable comment dire, sur le programme de la NUPES. Je pense aux décoloniaux et aux indigènes de la République. Putain, ils sont pas. Enfin, faut écouter Auréa Boutelja quand elle parle des juifs. Elle n'est pas du tout. euh, Elle est très proche des idées caricaturales, quasiment, qu'on fait du RN. Le RN, il n'y a pas énormément de leurs élus qui osent parler Oui, voilà. Forte présence de racisme à la NUPES, juste mieux planqué. C'est pas la même aussi. C'est pas la même. Pas dans les mêmes, pas dans les mêmes moyens, pas dans les mêmes discours. Et un type de racisme qui est beaucoup plus accepté en société. Mais oui, ils sont aussi racistes d'un côté que de l'autre. Mais comme c'est pas le même racisme, il n'y a pas de transfert de voix. Entre les ouvriers RN, ils retournent pas au. C'est du racisme entre minorités. Ouais, ça reste quand même du racisme. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas. Enfin, c'est du racisme C'est du racisme quand même. On peut arriver et dire oui, c'est un autre type de racisme, mais c'est du racisme quand même. Et ça en fait un truc plus excusable, hein. Clairement pas. Enfin, les noirs crachent sur les blancs, les musulmans crachent sur les juifs et les jaunes sur tout le reste. Oui, tout le monde crache sur les jaunes. Les asiatiques s'en prennent plein la tronche. Tout le monde les déteste d'une certaine manière. Sauf les blancs, eux, ils considèrent que ça va. Et puis ils ont qu'à les traiter de petits pénis. Et ils arrivent à leur piquer des nanas directement dans les bars. J'en connais un qui a vécu ça. Il n'était pas content. Et quand on voit aux États-Unis, là où il y a le plus de statistiques ethniques qui sont faites, la chose qui se passe, c'est que les Asiatiques sont vus comme des traîtres au discours antiraciste. Parce que on va faire un tour dans le 13e et cherche un kebab. Oui, mais ça, c'est pas. Comment dire? C'est parce qu'ils ont pignon sur rue et qu'ils font bon, bah, dans cette partie-là, il y a nos commerces qui existent et puis basta. Mais aux États-Unis, les Asiatiques, la communauté asiatique se fait traiter de traîtres euh, sur l'antiracisme parce que ils réussissent aussi bien que les blancs, voire mieux, et pourtant ils ont le truc, ouais, mais en fait on est une minorité. La communauté, c'est la famille chez les Asiatiques. Oui, il n'y a pas que, mais ça fait partie de ces deux grandes catégories de population où l'entièreté de ce qui est fait dans les affaires, dans le business, c'est en famille. Et ils ne lâchent pas, et ils préféreront toujours avantager quelqu'un de leur communauté, de leur famille, que faire bon bah est-ce qu'on va essayer de voir avec quelqu'un qui n'est pas
qui n'est pas de la communauté. Les deux communautés qui font ça, c'est les Asiatiques et la communauté juive. Quand mon amie Sophie a voulu ouvrir son resto, la famille a lâché son cœur. Oui, oui, bah ça aussi, on en a parlé, comment l'entraide fonctionne très bien dans les communautés asiatiques. C'est quand il y a quelqu'un qui a un projet, euh, il décide d'en parler directement à la communauté, chinoise de seconde génération, d'accord. Mais oui, il décide d'en parler à la communauté, il défend son projet, et dès qu'il a fini la présentation, ceux qui sont persuadés que le projet peut marcher, eh ben, ils prêtent. Et ils prêtent à 0%. Ce qui fait que ben, les gens n'ont vraiment pas à... Enfin, dans la communauté asiatique, ils n'ont pas à aller voir des banques, ils n'ont pas à aller voir ce genre de choses. Ils ont des prêts en interne entre eux et c'est en mode ouais non non c'est 0%, je veux juste récupérer derrière parce que l'intérêt de la communauté passe avant l'intérêt de la personne qui va prêter. Le fait qu'il prête, il va pas s'enrichir sur le prêt qu'il fait. Il va juste arriver et faire bon bah tu me rends l'argent au bout d'un moment, mais il va pas en tirer un profit lui personnellement ou elle. L'intérêt, c'est que la communauté continue euh, à grandir, continue à devenir de plus en plus importante, de plus en plus puissante. C'est pas tout à fait la même chose que chez nous, où bon, ben, la banque elle se fait de l'argent dessus, où c'est un prêt à X%, et même des prêts entre famille ou amis, c'est plus une exception que la norme. On est quand même passé de, on est quand même passé du discours économique de Zemmour à parler de racisme. Bon, après, c'est logique, c'est lié, mais on peut revenir à nos moutons. Bon, après, je comptais pas faire quelque chose de très très long, sauf dire que Zemmour est en train de se flinguer, hein. C'est pas, enfin, de flinguer son parti. Revenons à nos brebis plutôt. Mais donc voilà, Zemmour qui va perdre toute sa base militante pauvre, et ces gens vont aller au RN plutôt qu'à la NUPES. En même temps, ça aurait été bizarre qu'ils passent de reconquête à la NUPES. Ça aurait été quand même une grosse surprise. Et au RN, ils vont se faire pigeonner comme ils ont été pigeonnés par le programme affiché de Zemmour. Quelle ironie. Ah. Mais c'est vrai que Zemmour a un défaut par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'il a l'habitude de dire ouais non mais en fait je vais pas mentir aux gens, si j'ai envie de faire ça je le dis. Bon, le truc c'est qu'il n'a pas été élu enfin à aucun. Oui il est juif Zemmour. Mais mais comme disaient certains, juif c'est pas une question de religion, hein, c'est une question de communauté. Je ne citerai personne. Mais Zemmour a l'avantage et le désavantage de ne pas avoir été élu. Donc résultat, il ne peut pas mentir sur ses promesses de campagne puisqu'il n'a aucun pouvoir. Et Marine Le Pen, par contre, elle est en place et on voit que bon, les promesses, effectivement, sont beurre-larrées d'une puissance. Bref, une vraie politicienne. Pour la prochaine fois, puisque là je vais pas tarder à arrêter ce stream là et puis je reprendrai plus tard dans la soirée, mais plus sur du jeu. On va faire petit à petit la politique. Pour cette fois-là, on va s'arrêter. Pour la prochaine fois,
Si vous avez des sujets, vous n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux. Et puis on en parlera peut-être. Peut-être qu'on parlera de Véran. Ah, Véran. Cette espèce d'enfoiré. Mais on parlera probablement soit de Véran, soit de d'autres. Le problème, c'est que les pauvres qui ont voté Le Pen ont trop la tête dans le guidon pour comprendre qu'ils se sont fait entuber. Oui, mais c'est surtout que ceux qui pourraient faire une critique de Marine Le Pen, alors il y en a à la NUPES qui font bien les choses et qui disent, ouais, regardez, elle n'est jamais là, elle ne vote jamais ce qu'elle a promis. Nous, on le fait voter. Ça, c'est... On regardera la dernière intervention de Véran tous ensemble. On essaiera de pas péter des câbles. Et il y a des gens à la NUPES qui arrivent et qui disent, voilà, il y a, euh, il y a ça qui se passe, elle fait rien de ce qu'elle avait promis dans son programme pour aider les plus pauvres. Le, le truc, c'est que la plupart du temps, la NUPES, ceux qui sont élus ou qui ont une voix à la NUPES, ils n'arrivent pas en disant ça. Ils n'arrivent pas avec des arguments factuels et vérifiables. Ils arrivent avec, bah en fait, elle est raciste, elle est méchante. Ouais, enfin, depuis que le FN existe, on dit c'est un parti raciste, antisémite. Ça n'empêche pas les gens de voter pour, hein. Donc, visiblement, il faut changer leur angle d'attaque. Et puis, euh, et puis c'est tout. Jamais vu un truc aussi foutraque que cette culpabilisation anti-blocage. Oh. En plus, ça lui a donné des points à la mère Le Pen. Quand elle est arrivée, elle a posé sa motion référendaire et qu'ils ont été obligés de tirer au sort pour savoir quelle motion serait défendue, que c'est la sienne qui arrivait. Bon, bah la NUPES est arrivée. Ah, de Véran. Ah oui, non mais... Oui, bah oui. Non mais Véran, il est pas... On va peut-être passer sur... Ouais, on va passer sur Véran si tu veux. Mais en fait, Véran, je crois qu'il a pris un coup d'Emmanuel Macronite aigu. C'est que Macron est dans un espèce de discours depuis avant même son élection. Macron, il se prend pour le Messie, il se prend pour le Christ. Il fait des fois, il y a des interviews de lui où il est vraiment en mode christique absolu. Il te parle de choses qui sont complètement pétées, et il est en mode ouais. Bah, il y a pas si longtemps, il a sorti quand même en plein discours, il a sorti oui, la bête de l'événement est là. Ouais, t'es pas un président de la République française, t'es un évangéliste américain, c'est tout. Et, euh, et là, le dernier discours de Véran, bah c'est ça. Il a repris oui, c'est bientôt l'apocalypse si vous bloquez le pays, nuée de sauterelles, les enfants vont mourir, la planète va décéder. En sérieux, si on bloque le pays, le, l'intégralité enfin, la, la biodiversité va mourir. Hein, c'est quand même bien. Les Français qui font grève peuvent mettre fin au monde. Sérieusement. Sérieusement. Mais quel débile quand même. Mais c'est un truc qui est vachement chelou. C'est que les gens se rendent pas compte à quel point je vais fermer ça puisque maintenant on est bon. Je vais me remettre un peu. Mais il débite ça sans perdre une dent. Non, mais il est habitué, hein. Il est habitué à sortir des conneries plus grosses que lui sans rougir. C'est le mec, avant qu'il soit au gouvernement, donc il était interne à Grenoble, enfin il était interne, il était médecin à Grenoble. Euh, le, je connais quelqu'un, un infirmier qui a bossé avec lui. On ne citera pas de nom, mais je pense très fort à lui et je le vois bientôt pour un de ses concerts de métal sur Lyon. Mais donc un pote à moi qui est à nous, puisque c'est quand même il y a quand même quelques personnes ici qui le connaissent. Le souci, c'est que tout le monde a été endormi par les TV réalités qui ne voient pas la politique. Alors, c'est
plus tellement. Enfin, la télé-réalité, c'est un peu je dirais que c'est un peu une espèce de fausse excuse le jeu vidéo rend violent. La télé-réalité, c'est de la merde, ça détruit les neurones, hein, mais c'est pas ça qui a été le pire. Le pire, c'est Hanouna qui arrive et qui transforme la politique telle qu'elle devrait être, quelque chose de sérieux, quelque chose de... Oui, c'est ça, c'est Hanouna. Mais pas les anges de la télé-réalité, par exemple. Mais Hanouna est vraiment l'incarnation de celui qui, dans le quatrième pouvoir, dans le pouvoir des médias, il arrive et il sape le sérieux de ce que devrait être la politique. Il réduit totalement les concepts, il les simplifie, enfin, qu'ils soient présentés en 2 minutes. Il faut enfin, il faut les quasiment en faire un homme de paille pour pouvoir le faire correctement. Hanouna est à la politique ce que les anges sont à la télé. Non, 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 non. Il y a toujours eu des choses débiles, hein. Il y a toujours eu des choses débiles à la télé, hein. On tape sur la télé-réalité parce que c'est facile et qu'effectivement c'est caricatural. Hanouna, c'est pas. Enfin, c'est un mec qui va arriver, qui veut juste faire de l'audimat et qui fait n'importe quoi avec tous ces sujets pour pouvoir faire de l'audimat. C'est pas une télé-réalité, c'est une honte, à la limite. Mais c'est pas le seul à taper très fort, puisqu'il n'a fait qu'arriver sur un terrain qui était déjà fait. Parce que la glamorisation de la vie politique, ça commence avec Sarkozy, avant même qu'il soit élu. Il y a tout le narratif, le côté, oui, enfin, on va filmer Sarko en vacances à la plage, on va filmer Sarko, enfin, on va prendre des photos, on va le mettre sur Gala, sur Voici, sur toutes ces merdes. Et le, à partir du moment où il était élu, bah, ça a créé, enfin, ça a continué la destruction de la stature présidentielle. On avait quand même pas mal perdu entre De Gaulle et Mitterrand puis Chirac, mais il y avait toujours un côté, euh, un respect de la fonction. Sarko a commencé à bazarder ça. J'avoue que la connerie a toujours existé sur le petit écran, mais Hanouna a attaqué la politique avec l'angle de la simplification et du gentil méchant. Ah, il a continué, comme je dis. À la base, c'est Sarko qui était, enfin, qui a flingué le truc. Enfin, qui a commencé à vraiment flinguer le truc. Il était Voici, Gala, etc. C'était évident qu'au bout d'un moment, il y allait avoir des émissions de télé au même niveau que les torches-cul de la presse People. C'est normal. Ça allait devenir, ça allait être consommé. Donc Sarko, qui fait passer donc le statut de président à celui de businessman qui est à l'Élysée en fait, puisque le mec il a servi, enfin à la fin, il fait des conférences à 100 000 balles à travers la planète pour capitaliser sur le fait qu'il ait été élu. Chirac s'en est aussi servi, le manger des pommes et énormément pour sa réélection, oui. Chirac, oui, il avait un sens de la formule, mais il avait surtout, en termes de comment il était présent face aux médias en tant que président de la République, euh, c'est pas la même chose. Il y a quand même une marche entre Chirac et Sarko. C'était clairement une baisse par rapport à De Gaulle, mettons. Mais si Chirac a un peu descendu le niveau de la fonction, Sarkozy, c'est vraiment celui qui a commencé à la flinguer. Ensuite, nous avons eu François Lemoux, Flamby, François Hollande. Les interventions des Sarko à 100 000 cas, c'est surtout du cadeau planqué. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur. Oui.
une marche entre Chirac et Sarko, pas plutôt des talonnettes. Oui, bah. Sarko, même avec des talonnettes, tu le mettras jamais à la hauteur de Chirac. Et donc, continuons sur François Hollande. François Hollande, je serai un président normal. Le président normal. Sérieux. Cette phrase est complètement débile. On peut le prendre avec beaucoup de recul. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il a été élu. Et ça fait plus de 5 ans qu'il est plus à la tête du pays. Le chauffard ventripotent en scooter assassin de la gauche. Assassin de la gauche. Non. Il a prêté le. C'est lui qui a laissé le flanc ouvert pour pouvoir se faire poignarder. Puisque c'est Macron qui a vraiment fini la gauche, qui l'a terminé à fond. Et Valls, par sa trahison, on en parlera plus tard de Valls. Mais donc, Hollande qui est passé, enfin, qui fait passer le. C'est lui et ses potes qui ont créé Macron. Oui, ils l'ont créé, et en même temps, si c'était pas Macron, ça aurait été quelqu'un dans ce style-là. Mais la création de Macron, faut remercier Attali surtout. Faut remercier Attali, plus que c'est probablement Attali qui a dit à Hollande, prends ce petit jeune, il a de l'avenir, il est intéressant. C'est pas, c'est pas juste Flamby qui a décidé ça tout seul, parce que Flamby il prenait pas de décision tout seul. Il fallait que les gens lui disent, que ses conseillers lui disent, sinon, enfin, François Hollande quoi. Attali, Niel, Pigas, la liste est longue. Oui, bah, il y a eu tout un. Ils se connaissent quand même tous dans ce milieu, donc il y a eu un ensemble qui a fait que Macron a pu arriver là. Et donc Macron, qui passe derrière Flamby. On se dit, le mec aime bien être respecté. Le mec, bon, on voit qu'il est complètement à fond sur sa position. Il est en mode, oui, je suis le Christ réincarné. Enfin, le mec te dit quasiment ça. Et, derrière, bon, bah, théoriquement, quelqu'un qui aurait une aussi grande manière de se voir, qui serait aussi intéressé. Voilà, le mec s'aime très fort. Ouais, parce que c'est notre projet. Mais le mec s'aime très fort. Le mec se ferait l'amour à lui-même si c'était possible. Hein, ça ne rappelle pas du tout le silence des agneaux, hein, c'est Buffalo Bill. Mais le mec s'aime très fort. Mais paradoxalement, c'est lui qui vraiment a mis les derniers clous dans le cercueil de la représentation présidentielle. C'est celui qui va faire ces phrases à la con qui plombent le truc, c'est quand même énorme. Et puis, c'est celui qui arrive, qui fait venir deux youtubeurs de merde, soyons sérieux, dans le palais de l'Élysée. Les mecs se comportent comme des gosses, comme des abrutis, et même pas il reprend cette chose-là. Même pas il arrive et il dit non, un peu de sérieux quand même, vous êtes dans le. Non, non, absolument pas. Pareil, quand il était allé, je crois que c'était. Je sais plus si c'était à Mayotte ou en Guadeloupe, où enfin, il avait croisé des. Oui, les deux la photo, tout à fait. Hein. Ouais, c'était à Mayotte où tu avais. Où il arrive et il se fait prendre en photo. Il est en chemise complètement trempée et il est en mode. Oh. Dans ses yeux, il y a plein de choses qui se lisent dans ses yeux, mais je ne dirai rien histoire d'être tranquille. Ou voilà, c'est en mode. Bah, en fait, la représentation présidentielle, elle en prend un coup. La blagounette sur les kwasa, je vais lui donner un point. C'est que moi je connaissais pas du tout les kwasa ce genre de choses. Il a au moins bien essayé d'apprendre un truc pour faire rire les locaux. Une espèce vous voyez, j'ai des références, hein, je suis pas non plus totalement débarqué. C'est un truc qu'il a dû lire sur sa fiche juste avant. Mais c'est pas un. Voilà, c'est en mode, ouais, je parle.
Je parle avec tes références, je parle avec vos références, et à partir de là, vous pouvez, enfin, je vous suis plus proche que d'autres. Elle était drôle. Ça dépend ce que tu appelles drôle. Mais je vais pas juger. Mais voilà, il arrive, il est pris en photo, exit la stature présidentielle, hein, c'est le mec qui sort enfin, qui vient de se prendre une averse, et t'as un mec qui est torse nu. Qui, qui prend une photo avec quelqu'un torse nu dans ces conditions-là? Pareil, un président de tous les Français ne devrait pas se permettre de sortir pareil. Oui, non, mais oui, évidemment qu'un président de la République française ne doit pas se faire ce genre de sortie. Mais en même temps, c'était le moyen de dire à quelqu'un en face de lui, vas-y, je te suis proche, je comprends, j'ai des références ils n'ont pas forcément, que d'autres n'ont pas forcément. C'est nul, mais c'est histoire de s'attirer la sympathie de son interlocuteur. Et il y a aussi en termes de foutage de gueule au niveau de la stature présidentielle, il y a la photo qui avait été faite après une très célèbre fête de la musique, où on le voit dans son fauteuil avec tout le groupe autour de lui en mode t'as une cour autour de lui, et ils sont tous en fait ils sont tous à genoux où il l'encadre. C'est pas un cadre présidentiel, c'est du foutage de gueule, c'est une photo que tu fais entre tes potes, et encore. Mais lui non, allez, on fait une photo comme un abruti, alors qu'il devait avoir, enfin il y avait tout ce qu'il fallait en termes de photographe. Il y avait de possibilités, à mon avis, à l'Élysée d'avoir des fauteuils pour tout le monde, d'être à peu près bien, de présenter à peu près bien. Là, ça fait vraiment le, pas le président. Et les photos de lui faisant des maraudes avec le SAMU social. Oh, euh, ça, je pense que euh, c'est son côté psychopathe. C'est son côté pervers narcissique terrible. Enfin, le mec est un tordu. C'est-à-dire qu'il a totalement la capacité, il a le rôle de devoir arrêter ce genre de choses. Et plutôt que de dire oui, on va faire tel plan, on va faire tel plan, on va faire telle chose, le mec se prend en photo en train de dire ouais, alors on aimerait bien vous aider, hein. Les places sont limitées, je sais, c'est compliqué. Et il arrive devant un mec à la rue, et il est capable de sortir des arguments débiles, un argumentaire à la con. C'est quand même incroyable. Le mec, il arrive devant un SDF, et il va lui dire ouais, mais en fait, on peut pas maintenant, tout de suite, te sauver, ou enfin te trouver un truc, on ne sait pas si tu pourras avoir une place. Eh, connard, tu peux faire des réquisitions parce que des hôtels particuliers qui sont vides, il y en a plein à Paris, et des immeubles de bureaux non loués et qui sont chauffés pour éviter que les revêtements soient détruits, il y en a plein à Paris. Le mec est totalement dans l'idée, ouais, on va faire une petite maraude comme si on était des militants Rassemblement National, ou des militants d'extrême droite, histoire de se faire bien voir. Mais t'es pas un militant, t'es un responsable politique. C'est à peu près aussi con que cette espèce de fils de Castro de Trudeau, qui il s'est pris en photo à un moment, il y avait une manif, et lui, il était dans la manif. Et tout le monde qui était à l'image des youtubeurs qui font des vidéos avec des sans-abri pour se faire du fric et de la popularité. Ah oui, non, mais c'est totalement ça. Avec effectivement le côté pire, puisque lui, il a la responsabilité. Et Trudeau, quand il arrive et qu'il fait ouais, j'étais dans une manif pour ça, c'est important. Justin, tu es le responsable de ton pays, tu es le Premier ministre. C'est toi qui as la capacité de faire voter les lois. Donc, si tu as une manif et que tu es d'accord avec la manif, tu fais ok, mais tu vas pas être dans la manif. C'est complètement con.
La manif, elle est censée s'adresser à toi, pas que tu sois dedans. Nos dirigeants sont nuls. Alors, les 18 648 logements parisiens concernés correspondent à 11 000 immeubles différents. Dans 70% des cas, on ne trouve qu'un logement vacant par immeuble, et dans 23%, seulement 2 ou 3 logements vacants par immeuble. Je parle pas de ça. Je parle pas des immeubles dans lesquels en fait, il y a un logement ou deux qui sont pas loués. Non, je te parle des hôtels particuliers de je sais pas combien de centaines de mètres carrés à Paris qui ne servent pas. Il y a des assos, il y a des collectifs qui essaient de les recenser pour pouvoir entrer dedans un peu à la manière de faire un squat, de faire des squats, seulement c'est compliqué. C'est plus compliqué dans un hôtel particulier que de le faire dans un truc à moitié en ruine. Mais il y a pas mal d'hôtels particuliers à Paris où c'est vide. C'est juste parce que ils ont de l'argent. Et puis qu'il y a il y a d'autres avantages derrière. Je crois que le canard en avait parlé quelques fois de tout ça. 18 600, oui, mais 18 600, t'as combien d'habitants à Paris? T'as combien d'habitants à Paris? Et c'est rien du tout en comparaison de. Enfin, la surface de ces 18 000 logements, c'est rien du tout en comparaison de la surface des hôtels particuliers. Et c'est infime comparé à la surface des logements de bureaux, des bureaux vides. Oui, c'est des logements inoccupés depuis plus de 2 ans. Mais ça, bon, bah, ça regarde un peu le proprio. Et c'est plus simple de prendre par exemple un immeuble de bureau qui est complètement vide, ou aux trois quarts vide. T'as qu'un seul propriétaire normalement. Ou c'est facile de les retrouver. Alors que va chercher donc 18 600 logements. Ouais, t'as au moins entre 5 et 10 000 personnes à aller les chercher si on compte les idées de multipropriétaires. Oui, le nombre de bureaux vacants a doublé en région parisienne. Et bah ça, t'auras probablement moins de gens à aller chercher pour dire on réquisitionne que d'aller essayer de dire à 5 à 10 000, peut-être 15 000 propriétaires, de leur dire ouais mais en fait votre appartement il n'est pas occupé. Et que tu vas devoir te heurter à entre 5 et 4,4 millions de mètres carrés. Bah oui. Tu loges combien de personnes? Tu loges combien de personnes là-dedans? Et beaucoup plus facile d'aller récupérer ces endroits-là que des immeubles, enfin des logements vacants répartis sur je sais pas combien de propriétaires. Parce que là, les propriétaires des 4,4 millions de mètres carrés de bureaux vacants, doit pas y en avoir des masses, hein. C'est des grosses boîtes, c'est des boîtes spécialisées. Donc à partir de là, tu peux arriver, tu peux faire, ouais, on réquisitionne en fait. Bon, on a dévié quand même pas mal de Macron dans la rue jusqu'à, on a des endroits pour pouvoir loger les gens si on veut. Quand même con, on construit des bureaux alors qu'ils sont vides et qu'il y a des gens qui manquent de logement. Enfin, ça se vend plus, enfin ça se loue plus facilement les bureaux que les logements. Surtout plus cher. Plus cher et moins d'emmerde. Mais bon, voilà. Macron, je me demande quelle sera sa prochaine, comment dire, sa prochaine sortie pour enfin pour continuer à enterrer la fonction présidentielle. À 70 mètres carrés de surface moyenne, ça fait presque 63 000 appartements. Et ça ferait baisser le prix de l'immobilier, des logements. Comme ça, on va arrêter de louer 1 500 € à un 30 mètres carrés. Et encore, je pense que je suis dans la moyenne basse. Ah, enfin. Puis j'ai hâte d'être dans quelques années, qu'on puisse déclassifier des informations
sur Macron et les autres. Ça va être tellement drôle. Il faudrait d'abord tuer Airbnb. Airbnb, ça a plusieurs intérêts, plusieurs désintérêts. Bon, Airbnb, ça enrichit, ça enrichit surtout la plateforme, mais ça permet pour certains d'avoir un appoint de revenu. Même s'ils n'ont pas le droit de le sous-louer des fois, ils s'en servent. J'ai un pote qui est passé il y a quelques années sur Lyon, il me dit ouais j'ai trouvé un Airbnb à tel endroit. En fait il y avait une chambre et où il y avait deux chambres et il y avait une chambre qui était continuellement en Airbnb pour pouvoir rentrer dans les frais. Et la mère dormait, enfin c'était une mère avec sa fille et la mère dormait avec sa fille ou un truc comme ça. C'est pas sain, hein, mais ça permet à des gens de. C'est ponctuel, le nombre de gens qui en font un réel business, c'est terrible. Bah oui, c'est une solution de facilité pour avoir un revenu. Faudrait le réglementer mieux, faudrait l'encadrer mieux, mais en même temps, vu que ça rapporte pas assez à l'État, ils vont l'encadrer correctement. Et surtout, ils traquent pas mal pour pouvoir faire quelque chose dessus. Parce que ça fait un manque à gagner pour eux qui est terrible. Tu achètes plusieurs appartements et le Airbnb te paie les crédits. Ouais, mais ça, faut arriver à convaincre la banque pour ça. De toute façon, la multipropriété, c'est quand même pas la. C'est pas donné à tout le monde. Si t'as des gens qui ont pas de. Enfin, qui avaient pas de revenus, qui avaient très peu d'immobilier, de possession immobilière et qui arrivent derrière à avoir un revenu grâce à ça. Si c'est des gens qui étaient pauvres à la base, je dis bon ben il a réussi à trouver le truc et à être pas mal. Si c'est que des grandes fortunes ou des gens aisés qui arrivent et qui avec une SCI qui enclope ta baraque, tu peux lever des fonds. Oui. Mais il faut quand même convaincre des gens de te filer l'argent. Et moi, je suis persuadé que c'est des gens qui ont des revenus quand même assez aisés, qui font, euh, qui font, euh, qui font ce genre de choses. On va changer le titre du stream parce que là, premier direct, parle de tout et de rien. On va changer et on applique. Et c'est mis à jour normalement. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pas avec un login dans un HLM SMIC qui fera ça. Oui, ben voilà. Comme beaucoup de choses, il y a plein de, il y a plein de trucs où on arrive, on fait ouais, bah c'est facile de se faire de l'argent comme ça, comme ça. Et il y a des gens qui à la base n'ont rien. On va prendre par exemple les crypto-monnaies. Il y a des gens qui à la base n'ont rien, n'ont pas de revenus extraordinaires. Et parce qu'ils sont arrivés au bon moment et avec la bonne faille dans le système, ils ont réussi à passer de prolo à aisé, voire au-dessus. Mais il y en a combien de prolos qui ont perdu plein d'économies à cause de ça, et il y a combien de personnes aisées qui connaissaient déjà le truc et qui étaient là avant. En fait, c'est surtout que les prolétaires n'ont pas les ressources pour pouvoir profiter de ce genre d'avantages. Les crypto-monnaies, c'est que du truc d'aubaine. C'est aussi pas mal de manipulation de marché financier. Oui, c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque au buzz. Oui, mais c'est de la manipulation. Là, il y a le Bitcoin qui est encore en train de descendre, mais on fait gonfler une bulle et ceux qui ont les cordons du truc savent exactement quand il faut vendre. Et puis ceux qui connaissent pas les lois les lois des marchés, bah, ils se disent ouais mais ça va remonter. Non non ça remontera pas. Ou en tout cas ça remonte avant que ça remonte au taux où tu l'as acheté, t'es dans la merde.
D'ailleurs, ceux qui se font le plus d'argent, parce qu'il y a les traders qui ont fait ce genre de placement, ce genre de choses, enfin, ceux qui se... pas forcément des traders officiels, mais des gens qui ont un compte, par exemple un compte des Giro, ou autres, qui font, ouais, on essaie de faire du bise comme ça. Mais ceux qui ont gagné le plus en termes de marché, que ce soit pas forcément les crypto-monnaies, mais surtout les actions, il y a une personne qui dépasse tous les traders du monde en termes d'efficacité de placement. C'est la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. C'est bizarre, elle sait exactement comment le marché va se comporter avant que le marché se comporte comme ça. Un peu comme si c'était elle qui avait les moyens d'intervenir dessus. Et il n'y a pas de délit d'initié pour ce genre de choses. C'est quand même pas mal la place de vice-président des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas à dire. Bah, je crois qu'elle a doublé sa fortune depuis qu'elle est arrivée à cette place. Nous sachons, tout à fait. Bon, il est 21h passé, je pense que je vais couper les streams pour l'instant, et puis je reviendrai plus tard, parce que plus tard, on va jouer, histoire de se détendre un peu après cette grosse discussion politique, et on va jouer, peut-être que je reviendrai vers 22h. Et plus tard, eh ben, on va jouer à Timberborn. On va jouer des castors. Ouais, le jeu est sorti il y a super longtemps. Maintenant, je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai fait. Il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a des castors. Bon, bah, il s'adresse directement à moi. Et donc, résultat, ce soir vers 22h, 22h30. Si, les castors, les castors. Donc, ce soir vers 22h30, c'est Timberborn. Allez. Et puis, si, les castors, exactement. Bon, on arrête l'enregistrement.